suis venu ici pour rendre visite à un aîné qui est aujourd'hui un patriarche pour nous, la jeune génération, un sage dont nous apprécions les conseils avisés. Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Merci de nous recevoir chez vous, Constieka Weekly News, c'est ce programme politique économique qui touche le continent africain avec de l'information vraie. Je suis Constieka. Retrouvez aussi votre programme Constieka Weekly News sur la nouvelle chaîne gabonaise RTN, La Voix du Salut. Dans cette émission, on aura à faire un voyage un tout petit peu africain qui nous amènera au Congo, au Gabon, en Côte d'Ivoire où nous tenons ce programme, au Cameroun, en Centrafrique et aussi au Sénégal. Vous verrez ce qui se passe et ce qui se dit moins sur d'autres médias puisqu'on aime bien tout ce qui est à fort potentiel émotionnel, à fort potentiel de critiques négatives. Et nous, sur CNN, nous avons décidé de surtout faire évoluer la mentalité africaine par la connaissance de ce qui se fait en Afrique, de bien, de vrai, et qui peut aider les jeunes à avoir des rêves sur des visions futures. Nous allons essayer de survoler à travers ces pays cités, le Congo, le Gabon, la Côte d'Ivoire, comme je disais tantôt, et le Cameroun, la Centrafrique, sans oublier le Sénégal. Nous allons vous parler des choses bien. Mais avant, il est important pour nous de commencer par notre institution, et celle-là, en Côte d'Ivoire, s'appelle l'UNGCI. Je vous retrouve juste après la réclame. En Côte d'Ivoire, l'UNGCI, pour ceux qui nous regardent des autres pays d'Afrique, et surtout en Europe, dans le Proche, le Moyen-Orient, les États-Unis, d'Amérique, Afrique Sud, retenez que l'UNGCI en Côte d'Ivoire, c'est l'Union nationale des journalistes de la Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, cette année aussi, c'est-à-dire dans quelques semaines, va se dérouler l'élection du nouveau président du conseil exécutif de cette institution, brillante institution qui regroupe tous les métiers des médias. Le 12e congrès de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire verra l'élection du président du conseil exécutif. Nul doute qu'à l'unanimité, le choix des hommes et femmes du 4e pouvoir se portera sur Marie-Laure Ngoran. Honneur à l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire qui, pour le choix de la majorité des hommes de médias pour l'échéance prochaine de l'élection à la présidence de celle-ci, est tourné vers un départ nouveau avec le choix porté sur la présentatrice vedette du 20h de la radio-télévision ivoirienne, à savoir la première chaîne RTI 1, Marie-Laure Ngoran. Et alors, le 13 et 14 février, nous avons rendez-vous pour entériner ce choix. Marie-Laure Ngoran, son professionnalisme reconnu par l'ensemble de la profession augure une élection qui sera le sacre d'une candidate qui, par son parcours, sa loyauté, sa vision à faire de l'UNGCI une corporation digne de la grande Côte d'Ivoire. Marie-Laure Ngoran, que la majeure partie des téléspectateurs de la première chaîne de télévision ivoirienne de par le monde connaissent par sa brillante prestation à chaque fois, est une tête bien remplie qui a le sens du management, le sens de l'organisation réelle. C'est le choix porté par CNN aussi pour la présidence de cette institution, à savoir l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, en sigle l'UNGCI. Je vous retrouve juste après la réclame. Tout de suite, l'information politique. Nous allons parler de la Côte d'Ivoire, le pays présidé par son Excellence Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire, un pays dont les membres du gouvernement Mambé II et surtout le chef de l'État a instauré quelque chose de fabuleux, à savoir mettre de côté toutes les petites critiques, mettre de côté tout ce qui se raconte de négatif et de néfaste sur les réseaux sociaux et d'axer toute la préoccupation sur le travail. Et les résultats sont là.
Très bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire sous l'égide du leadership de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Ce pays entre désormais dans le top 6 des pays producteurs de pétrole en Afrique. Voilà qui fait taire des ragots et consolide le travail. Et le travail en Côte d'Ivoire a un leader, et ce leader n'est autre que le président Alassane Ouattara. Reportage CNN. La carte des investissements pétroliers et gaziers en Afrique dévoile une nouvelle réalité en 2025 grâce aux découvertes significatives dans les champs de baleines et Callao, en parallèle avec des géants historiques tels que le Nigeria, l'Angola et le Mozambique. La Côte d'Ivoire se positionne désormais comme un acteur clé dans l'exploration et la production d'hydrocarbures. D'après une étude d'Africa Business Insider, la Côte d'Ivoire se positionne au 6e rang des destinations africaines les plus attractives pour les investissements dans l'amont pétrolier avec plus de 500 millions de dollars de financement mobilisés, égalant ainsi des marchés tels que le Congo ou le Gabon. Ce classement, pour nous, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Voilà, c'est vraiment le résultat, on va dire, d'une stratégie qui repose principalement sur 3 piliers. Il y a l'attractivité du pays, la Côte d'Ivoire en tant que pays destinataire d'investissement, et puis le secteur pétrolier en Côte d'Ivoire. Il y a aussi la promotion de l'industrie pétrolière et on va dire au niveau de l'exécution des investissements, la collaboration qu'on peut voir entre les opérateurs pétroliers et l'administration pétrolière. Une vision stratégique soutenue par le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, au plus haut niveau de l'État. Les découvertes des champs baleines et Callao ont eu un impact majeur. Les acteurs mondiaux intensifient leurs actions sur le territoire ivoirien. En mars 2025, la mission conduite par le ministre Amadou Sangafoa Coulibaly a séduit de nouveaux investisseurs et accéléré la signature des blocs d'exploration comprenant une vingtaine de CPP et 10 autres encore en discussion. Au-delà des investissements, les résultats se font déjà ressentir. La législation relative au contenu local encourage l'engagement des entreprises ivoiriennes dans l'offre de biens et services, entraînant la création de nombreux emplois directs et indirects, tandis que le transfert de compétences modifie le capital humain du pays. À moyen et long terme, l'objectif de cette dynamique et des réformes structurelles en cours est d'augmenter la part du secteur dans le PIB de 7% en 2022 à 14% d'ici 2040 en intégrant les 5% restants d'un pétrolier africain. La Côte d'Ivoire réaffirme son souhait de devenir un acteur incontournable dans le secteur énergétique et économique de l'Afrique. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire et nous allons évoquer un département qui consolide et touche entièrement un département ministériel dirigé par la ministre d'État, Madame Anne-Désirée Ouloto. Et ce département est bien suivi, bien consolidé et forme la jeunesse ivoirienne à être apte à l'administration nationale. La rentrée solennelle de la 62e promotion de l'École nationale d'administration de la Côte d'Ivoire a été présidée par Madame Anne-Désirée Ouloto, ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration de la République de Côte d'Ivoire. Reportage CNN. C'est une ambiance des grands jours qui règne à l'École nationale d'administration de la Côte d'Ivoire à l'occasion de la rentrée solennelle des élèves de la 62e promotion. La cérémonie officielle rassemble un grand nombre de participants, marquant un moment important pour l'institution et pour les nouveaux admis. Présente pour l'événement le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Madame Anne-Désirée Ouloto, procède à la revue des troupes. Cette promotion est composée de 914 élèves au total, un effectif reparti en plusieurs cycles. On compte 316 étudiants inscrits au cycle supérieur, 346 au cycle moyen supérieur et 252 au cycle moyen, indiquant la diversité des niveaux de formation au sein de la promotion. La durée prévue de la formation pour l'ensemble des cycles est de 2 ans, temps durant lequel ces élèves suivront leur cursus au sein de l'école. Sur 36 193 candidats inscrits, ce sont aujourd'hui 914 élèves qui accèdent à l'ENA, soit un taux de réussite
de l'ordre de 2,5%. La sortie de l'École nationale d'administration au terme de la formation exige une moyenne de moins 12 sur 20. À défaut, l'élève s'expose à un déclassement à l'emploi immédiatement inférieur s'il justifie d'une moyenne comprise entre 10 et 11,99 sur 20. Il est purement et simplement exclu si sa moyenne est inférieure à 10 sur 20. De nombreux moments mémorables ont marqué cette cérémonie, notamment la transmission des traditions de la 61e promotion à la 62e promotion ainsi que la passation du flambeau. Le ministre d'État chargé de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Madame Anne Désirée Ouloto, encourage ses futurs responsables de l'administration publique à servir d'exemple. Ce qui est attendu de vous à l'issue de votre formation, c'est que vous soyez des professionnels compétents, ouverts à l'innovation, orientés vers la qualité des résultats et pleinement garants de l'éthique et de la transparence. La performance publique au service du mieux-être des populations impose en effet des pratiques fondées sur la transparence, l'équité et la redevabilité. Le choix des spécialités s'effectuera à la fin de la formation commune de base. La formation traite notamment de la connaissance des missions du service public, des compétences à la fois personnelles et professionnelles, ainsi que de la gestion des politiques publiques. Toujours en Côte d'Ivoire, nous parlons de sécurité. Et c'est vrai que le monsieur sécurité en Côte d'Ivoire n'est autre que monsieur Téné Birahima Ouattara, vice-premier ministre de la République de Côte d'Ivoire et ministre de la Défense. Et là, vous verrez qu'a fait l'Union européenne. Cette Union européenne qui renforce ainsi les capacités des forces armées de la République de Côte d'Ivoire. Reportage CNN. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a participé le mardi 3 février 2026 à l'état-major général des armées à la cérémonie de remise d'équipements aux forces armées de Côte d'Ivoire dans le cadre de la Facilité européenne pour la paix. Par cette assistance, l'Union européenne soutient la Côte d'Ivoire en renforçant ses capacités de défense afin de permettre à ses forces armées et de sécurité de faire face efficacement à toutes les menaces pesant sur le territoire national, tout en veillant au strict respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce dont comprend 40 engins roulants composés de 34 véhicules de transport de troupes, 3 pick-up à double cabine et 3 dépanneuses qui sont remis aux forces armées de Côte d'Ivoire par l'Union européenne dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure 2024 de la Facilité européenne pour la paix. L'Union européenne s'est engagée à contribuer au renforcement des capacités des FACI. 15 millions d'euros ont donc été mobilisés en 2024 afin d'acquérir des équipements et fournir des formations répondant aux spécifications exprimées, en particulier des systèmes de surveillance aéroportée, des équipements de communication et de transmission, des drones et, comme vous pouvez le voir tout autour de nous, une quarantaine de véhicules de transport et des véhicules polyvalent. Au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, chef suprême des armées, le vice-premier ministre et ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, a exprimé sa gratitude à l'Union européenne et a réitéré la détermination de la Côte d'Ivoire à approfondir la coopération pour la paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire. En recevant ces équipements, les forces armées de Côte d'Ivoire mesurent pleinement la responsabilité qui leur incombe. Aussi, elles s'engagent à en faire bon usage pour la protection et la sécurité de notre pays. Je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, renouveler notre gratitude à l'Union européenne et affirmer notre détermination à approfondir cette coopération exemplaire au service de la paix
et de la stabilité de notre pays. Cette logistique équipée de matériel de pointe vient ainsi renforcer de manière significative la capacité de réactivité opérationnelle des forces armées de Côte d'Ivoire en vue de meilleur contrôle du territoire national. En renforçant ses moyens techniques et organisationnels, elle contribue à améliorer la rapidité et l'efficacité des interventions militaires sur l'ensemble du territoire national. Elle va également garantir davantage la sécurité des populations, en particulier dans les zones sensibles, en offrant une présence et une protection accrue pour prévenir les risques et intervenir plus efficacement lorsque cela s'avère nécessaire. Un gouvernement qui travaille, une administration qui montre le droit chemin. Et le Premier ministre n'est autre que M. Robert Begré-Mambé, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Un Premier ministre qui dirige, qui organise et qui pousse vers l'avant et surtout qui partage la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé et le vice-premier ministre M. Téné Birahima Ouattara ont présidé la cérémonie de présentation du trophée original de la Coupe du monde de football 2026 par la FIFA. Une cérémonie qui a eu lieu en Côte d'Ivoire dans les salons de la Tour de Verre, la présidence de la République. Reportage CNN. Ce mardi 3 février 2026 à 13h, s'est tenue au Palais des Verts de la présidence de la République de Côte d'Ivoire la cérémonie de présentation du trophée de la Coupe du monde de football 2026 par la FIFA. Cette cérémonie présidée par le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, M. Robert Begré-Mambé, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, et la présence de certains ministres du gouvernement Mambé II, dont le ministre des Sports, M. Hadji Silas Metch. Une cérémonie qui atteste encore une fois le respect des hautes instances du football mondial envers la Côte d'Ivoire, dont la brillante organisation de la CAN 2023, restée pour longtemps encore dans les mémoires, et la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire, sacrés champions d'Afrique 2023. Le ministre des Sports a souhaité Akouaba à la délégation mondiale, composée des membres de la FIFA, du légendaire capitaine de l'équipe de France, Marcel Desailly, du sponsor principal de la FIFA et de la Coupe du Monde, de la délégation de la Fédération ivoirienne de football en sigle FIF, avec à sa tête M. Idriss Diallo. Le passage du trophée original de la Coupe du Monde en Côte d'Ivoire sonne comme un chant d'espérance en ce pays de l'hospitalité et de la vraie fraternité qui participe pour la 4e fois, après 2006, 2010 et 2014, aux phases finales de la FIFA World Cup. Le partenaire représentant le sponsor officiel s'est exprimé. Cet événement célèbre la force universelle du football, un sport capable de rassembler les peuples et de transcender les frontières. Depuis sa création, cette initiative a permis à plus de 4 millions de fans dans plus de 182 pays à travers le monde de vivre les émotions et la magie associées à ce symbole universel. C'est alors que le Premier ministre, M. Robert Begré-Mambé, a été invité à prendre la parole. En accueillant ce trophée prestigieux, la Côte d'Ivoire réaffirme avec force son attachement indéfectible aux valeurs fondatrices du sport. Ces valeurs de discipline, de respect, de solidarité et de mérite rejoignent pleinement notre vision d'une société fondée sur la paix, la cohésion sociale, l'équité et l'effort qui constituent des piliers essentiels de notre projet national de développement. C'est ensuite que le maître de cérémonie a invité pour dévoiler aux yeux des invités présents de la presse nationale et internationale dont CNN, le représentant du sponsor officiel FIFA, le Premier ministre M. Robert Begré-Mambé, tous deux dévoilent le trophée en or massif original de la Coupe du Monde 2026. C'est alors que pour la photo de famille, ils ont été invités le vice-premier ministre
ministre de la République de Côte d'Ivoire, M. Teni Birahima Ouattara, et la légende du football français Marcel Desailly, les ministres du gouvernement ivoirien présents dans la salle, le président de la FIF, M. Idriss Diallo, les directeurs de cabinet du vice-président de la République de Côte d'Ivoire et du Premier ministre, les membres de la FIFA, et vint le moment où le seul autorisé à toucher et à brandir devant les caméras de CNN et des télévisions nationales et internationales le trophée en or massif, modèle original qui sera convoité par 48 équipes planétaires lors du Mondial 2026 qui se déroulera au Mexique, au Canada et aux USA. Ensuite, un modèle réduit de ce trophée est remis au Premier ministre par le légendaire capitaine de l'équipe de France, M. Marcel Desailly, à l'attention de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, chef de l'État ivoirien. Sous son égide, la Côte d'Ivoire a signé sa 3e étoile de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est avec cette première information que nous marquons juste une pause pour faire plaisir à nos partenaires officiels. Ma sœur, tu connais Allo CNPS? Non, c'est quoi? Ce sont les nouveaux outils que Securis Group, partenaire de la CNPS, met à la disposition de tout le monde. Pardon? Eh oui, tu peux maintenant vérifier tes cotisations de la CNPS sur ton téléphone Android ou sur un simple téléphone. Ah bon? Oui, tu as accès à tous ces services sur WhatsApp avec un agent connecté 24 heures sur 24 où tu pourras poser les questions sur ton matricule, tes dossiers d'allocation familiale et autres prestations CNPS. Et c'est payant? C'est 750 francs CFA par mois seulement, soit 9 000 francs CFA par an, c'est donné cadeau. Mince, comment y bénéficier? Tape étoile 101 dièse, peu importe le réseau et suis juste les indications. Enfin, mes cotisations sont à portée de main. Et contactez désormais la CNPS au 83 83. Allô CNPS, vous ne serez jamais seul. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'École de médecine et de pharmacie. Ouverture de la nouvelle école supérieure des sciences agronomiques en sigle ESSA et ses filières d'agronomie à l'IUL BJ dès la rentrée universitaire 2025-2026. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Nous quittons la Côte d'Ivoire pour le Cameroun, ce pays d'Afrique centrale, dont le Premier ministre des Hôtes, que M. Joseph Dione Ngouté, qui a décidé comme ça de sonner tout simplement l'arrêt de toutes les spéculations qui se faisaient au niveau du port de Douala, et a décidé de mettre un terme à cette spéculation. Et enfin, la SGS assure la continuité du scanning au port autonome de Douala. Voilà désormais qui est clair. Reportage CNN Cameroun. Au port autonome de Douala, le scanning des marchandises constitue un élément central et indispensable pour garantir la sécurité des cargaisons et pour assurer la bonne collecte des recettes douanières. Ce dispositif en charge du contrôle radiographique et de la vérification des conteneurs joue un rôle majeur dans la lutte contre la fraude, le trafic illicite et les risques sécuritaires liés aux importations et exportations
transition. En effet, le port autonome de Douala a engagé une transition en faisant appel à Transatlantique DSA comme nouvel opérateur chargé du scanning. Cette transition a fait traverser au port autonome de Douala une période de déstabilisation qui a suscité des inquiétudes parmi les acteurs du secteur. Les entreprises importatrices et exportatrices, les transitaires, les transporteurs routiers et maritimes ainsi que les autorités portuaires ont été amenés à revoir certaines modalités pratiques et à s'interroger sur la gestion des opérations pendant la période de cette transition. Une réunion de concertation a été convoquée par le Premier ministre, chef du gouvernement, le Dr Joseph John Gouté, en présence du ministre de la Communication, M. René Manuel Sadi, et le ministre des Transports pour une mise au point définitive de cette situation, comme nous l'explique le ministre des Transports, M. Jean-Enes Ngalebibi. Nous venons de prendre part à une réunion, une concertation qui a été appelée par M. le Premier ministre du gouvernement. Et nous voulons d'abord, avant toute chose, lui dire merci pour cette initiative qu'il a prise. Cette initiative naît d'un constat, des incompréhensions qu'il y a eu au niveau du port autonome de Douala et qui ont engendré beaucoup de problèmes ces derniers temps. Donc le gouvernement a signé, pour résumer, un contrat avec SGS en 2015 qui a pris effet dans son applicabilité en 2022 et c'est un contrat qui court jusqu'en 2032. Entre-temps, son contrat a été annulé par le port autonome de Douala. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons ici. Il était donc question que nous restituions les choses. Nous avons constaté, le Premier ministre, que le contrat ayant été signé par le gouvernement, il ne revenait pas à un autre opérateur, en l'occurrence le port autonome de Douala, de l'annuler. L'autorité, à même d'annuler ce contrat-là, c'est le gouvernement lui-même. Donc, fort de cela, le contrat de SGS, le Premier ministre a décidé qu'en conformité avec la loi, le contrat signé par le gouvernement, il doit être résilié par le gouvernement. C'est un contrat qui court jusqu'en 2032. Il va se poursuivre. L'objectif de cette rencontre était de fournir des éclaircissements sur le statut et la pérennité des contrats en cours. Au terme de cette réunion, une clarification importante a été apportée. Quand bien même il y aurait une modification à apporter, par exemple, intégrer un autre opérateur, en l'occurrence la société transatlantique, il ne revient pas au port autonome de Douala de signer avec l'opérateur, mais de porter ces desiderata à l'autorité tutelle technique, tutelle financière, qui répercutera au Premier ministre, qui posera son visa. Donc, le port n'avait pas à signer ce contrat. Il va être, si d'aventure on doit le poursuivre, il va être signé par le gouvernement et non plus par le port autonome de Douala. Et le contrat du port de la SGS va donc se poursuivre dès demain. C'est l'instruction du Premier ministre. Et nous devons tous nous y atteler, car il a constaté effectivement qu'une rupture qui pourrait être qualifiée d'une rupture abusive de ce contrat-là aurait des effets néfastes pour notre pays et pour l'ensemble de la sous-région. C'est donc pour éviter toutes ces tracasseries et pour ne pas mettre en difficulté les très hautes instructions du président de la République que cette décision a été prise. Pour les transitaires, compagnies maritimes et entreprises utilisatrices du port, cette continuité est essentielle. Elle assure la prévisibilité des opérations, réduit les risques de congestion et préserve la compétitivité du hub camerounais. Un dispositif de canne stable et performant, sécuriser les recettes publiques, améliorer la performance logistique et de maintenir la confiance des acteurs économiques dans la chaîne commerciale nationale. Nous quittons le Cameroun avec cette information qui touche les résolutions prises
par le Premier ministre de la République du Cameroun, assisté par la circonstance par le ministre de la Communication, le très brillant ministre René Sadi, et la présence du ministre des Transports, M. Ngale Bibeye. Nous allons au Congo. Le Congo, Brazzaville, qui est présidé par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso. Et dans ce pays, le Congo, nous allons parler de la visite officielle, visite de travail, qu'a effectuée son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, qui a été en visite officielle de 45 heures à Brazzaville. Voilà qui rassure les populations sénégalaises et congolaises sur les activités et la coopération sud-sud. Reportage CNN. Le président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, est arrivé en début d'après-midi à Brazzaville, marquant le début de sa présence officielle dans la capitale congolaise. À son arrivée à l'aéroport international Maya Maya, il a été accueilli chaleureusement par son Excellence Denis Sassou Nguesso, geste qui illustre la qualité et la cordialité des relations bilatérales entre le Sénégal et la République du Congo. Le chef de l'État sénégalais, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, effectue cette visite à Brazzaville à l'invitation de son homologue congolais. Cette visite officielle témoigne de la volonté commune de renforcer et dynamiser le cadre de coopération entre le Sénégal et la République du Congo. Les relations entre Dakar et Brazzaville, fondées sur les liens historiques d'amitié, de solidarité et de coopération, sont nourries par la présence de communautés sénégalaises et congolaises enracinées dans les deux pays. Les deux chefs d'État souhaitent donner une nouvelle impulsion à l'axe Brazzaville-Dakar pour un partenariat plus structuré, ambitieux et tourné vers l'avenir. Une dynamique saluée par les Sénégalais établis en République du Congo, nombreux à exprimer leur enthousiasme et l'espoir de renforcement durable des relations bilatérales. Cette visite est aussi l'occasion d'exploiter institutionnellement les opportunités de coopération, notamment dans plusieurs secteurs stratégiques de développement. Et nous restons toujours au Congo avec cette information qui touche la visite du président de la République sénégalaise en terre congolaise, avec tout ce qui se fait de bon et tout un accueil qui lui a été réservé. Tête à tête entre Denis Sassou Nguesso de la République du Congo et son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye du Sénégal. Et là, nous étions le 2 février, toujours à Brazzaville. Reportage CNN. C'est en fin d'après-midi du lundi 2 février 2026 que le chef de l'État sénégalais, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a été chaleureusement accueilli au perron du Palais du Peuple à Brazzaville par son homologue congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso. C'est l'instant d'une retrouvaille solennelle entre les deux dirigeants africains, une rencontre empreinte de convivialité mais aussi de solennité institutionnelle qui a donné lieu à un entretien de haut niveau entre les deux chefs d'État. L'échange entre les deux chefs d'État s'est déroulé dans la salle des ambassadeurs, un cadre officiel propice à des discussions stratégiques et constructives. Les entretiens avec pour ambition de consolider et d'approfondir l'axe Brazzaville-Dakar sur plusieurs sujets clés. Des sujets qui constituent le socle des relations entre le Sénégal et le Congo. Il s'agit de renforcer cet axe Brazzaville-Dakar sur une série de points concrets et prioritaires, des sujets sur lesquels reposent effectivement les relations entre le Sénégal et le Congo. Les échanges ont mis en lumière la communauté de destin qui unit les deux pays, soulignant l'importance d'une action concertée pour répondre aux enjeux communs et pour promouvoir des projets partagés. Dans ce contexte, le rapprochement politique et diplomatique a été placé au premier plan des échanges en vue d'un renforcement mutuel des mécanismes de coopération. Le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, et son homologue sénégalais, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, ont passé en revue les différents domaines de coopération qui lient le Sénégal et le Congo. Ils ont examiné ces secteurs avec attention, identifiant les priorités et confirmant leur volonté de traduire ces orientations en actes concrets. Ces domaines de coopération évoqués lors de la rencontre feront sans nul doute l'objet des accords et de conventions qui seront signés au cours de la visite officielle du président sénégalais en terre congolaise. Parmi ces secteurs figurent l'agriculture, l'énergie, la culture, l'éducation, les hydrocarbures et bien d'autres. Les deux chefs d'État ont aussi passé en
revue les questions sécuritaires en Afrique, notamment les conflits dans l'est de la République démocratique du Congo et au Soudan, ainsi que les sujets qui seront abordés lors du 39e sommet de l'Union africaine prévu en février à Addis Abeba. Il convient de noter que l'ancien président du Sénégal, Macky Sall, est candidat au poste de secrétaire général des Nations Unies, une candidature soutenue par l'ensemble des États africains. Après cet entretien en tête-à-tête, le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a offert à son homologue sénégalais, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, un dîner officiel pour lui souhaiter la bienvenue. Les deux hommes d'État, à savoir le président Denis Sassou Nguesso, affectueusement appelé le patriarche par Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, n'ont pas échappé à nos caméras et surtout de suivre toutes leurs activités au Congo-Brazzaville. Et là, nous parlons d'un nouveau cap entre Brazzaville au Congo et Dakar au Sénégal. Et ceci s'est produit dans un tête-à-tête et une mini-conférence effectuée par les deux chefs d'État. Reportage, notre correspondant depuis Brazzaville, Desta, pour CNN. La visite officielle du président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, en République du Congo, marque une étape majeure dans le renforcement des relations diplomatiques et stratégiques entre Dakar et Brazzaville. Le 3 février 2026, au Palais du Peuple, le chef de l'État sénégalais a pris part à des échanges de haut niveau au Palais du Peuple, consacrés à la consolidation des liens historiques d'amitié, de confiance et de coopération entre les deux nations africaines. Après plus d'une heure d'entretien, le chef de l'État sénégalais a affiché à la presse sa satisfaction d'avoir séjourné au Congo, un pays, dit-il, bien apprécié par ses compatriotes qui vivent depuis de nombreuses décennies. Profitant de cette rencontre avec la presse, le chef de l'État sénégalais n'a pas été avare de compliments, saluant le leadership du chef de l'État congolais et son engagement dans la résolution des conflits en Afrique. Je suis venu ici pour rendre visite à un aîné qui est aujourd'hui un patriarche pour nous, la jeune génération, un sage dont nous apprécions les conseils avisés. Et dans la pure tradition africaine, de renouveler mon amitié personnelle et l'amitié du Sénégal au Congo, du peuple sénégalais au peuple congolais, frère. Saluer bien évidemment son leadership et ses efforts dans la cohésion et la stabilité au Congo et plus largement ses efforts dans la sécurité et la paix en Afrique et dans le monde. Le chef de l'État sénégalais a souligné le fait que 15 accords ont déjà été signés entre le Congo et le Sénégal dans divers domaines tels que la culture, l'éducation supérieure et le commerce. Cependant, le président sénégalais a déploré que la qualité des échanges commerciaux entre les deux nations qui ne reflètent pas l'harmonie et l'amitié qui existent entre les deux peuples. Ce que je remarque à l'issue de ma visite, c'est que les relations commerciales et économiques ne sont pas à la mesure de la convivialité de nos rapports personnels, mais surtout de la relation fraternelle entre le Sénégal et le Congo. Nous avons noté que nous pouvons encore faire beaucoup plus. Je lui faisais observer que l'artisanat est un pilier fondamental au Sénégal, notamment dans le domaine du bois, où nos artisans ont fait des progrès notables dans la qualité du travail et le raffinement de leurs œuvres. Mais pour ceux qui sont dans le secteur de la menuiserie et bénisterie, évidemment, il faut de la matière première qui est le bois, matière dont dispose le Congo et dont le Sénégal a besoin que le Sénégal importe. Pour conclure, le chef de l'État sénégalais a indiqué que le Sénégal a récemment réalisé des découvertes dans le secteur des hydrocarbures, confirmant ainsi l'existence de nouveaux gisements sur son territoire. Il a souligné que ces découvertes récentes ouvrent des perspectives importantes pour le développement énergétique et économique du Sénégal. Le Sénégal souhaite en tirer pleinement parti et pour ce faire, il faut s'appuyer sur l'expérience accumulée par le Congo dans ce domaine.
Voilà ce que les Africains aimeraient voir nos pays, nos leaders, comme ça coopérer, voire apporter aux uns et aux autres ce qu'ils n'ont pas pour que notre Afrique grandisse et montre aux yeux du monde qu'on peut se suffire. C'est avec cette information sur le Congo et surtout cette visite du président sénégalais en République congolaise et dans la capitale Brazzaville que nous marquons une pause pour un clin d'œil à nos partenaires officiels. Ma sœur, tu connais Allo CNPS? Non, c'est quoi? Ce sont les nouveaux outils que Sécuris Group, partenaire de la CNPS, met à la disposition de tout le monde. Pardon? Eh oui, tu peux maintenant vérifier tes cotisations de la CNPS sur ton téléphone Android ou sur un simple téléphone. Ah bon? Oui, tu as accès à tous ces services sur WhatsApp avec un agent connecté 24h/24 où tu pourras poser les questions sur ton matricule, tes dossiers d'allocation familiale et autres prestations CNPS. Et c'est payant? C'est 750 francs CFA par mois seulement, soit 9000 francs CFA par an, c'est donné cadeau. Mince, comment y bénéficier? Tape étoile 101 dièse, peu importe le réseau et suis juste les indications. Enfin, mes cotisations sont à portée de main. Et contactez désormais la CNPS au 83 83. Allô CNPS, vous ne serez jamais seul. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'École de médecine et de pharmacie. Ouverture de la nouvelle école supérieure des sciences agronomiques en sigle ESSA et ses filières d'agronomie à l'IUL BJ dès la rentrée universitaire 2025-2026. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique, de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Nous quittons le Congo-Brazzaville pour le Gabon. Le Gabon, ce pays d'Afrique centrale aussi, cet autre pays d'Afrique centrale, présidé par son Excellence M. Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'État, président de la République élu du Gabon et qui mène le Gabon sur le droit chemin en vue d'une émergence pour le bonheur de ses populations, surtout, il faut le dire, de ses compatriotes et de ceux qui y vivent. Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu en audience les sous-secrétaires d'État adjoints américains. Reportage depuis le Gabon et Komi Nestor pour CNN. Entre le Gabon et les États-Unis d'Amérique, le dialogue politique et diplomatique aspire à être stratégique, organisé et générateur d'importantes opportunités sur les plans économiques et sécuritaires. Cette dynamique, de nouveau, a été mise en lumière lors de la rencontre entre le président de la République du Gabon, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, et une délégation américaine conduite par le sous-secrétaire d'État adjoint au bureau de la population des réfugiés et des migrants, représentant de la Maison-Blanche sur des sujets migratoires. La délégation incluant aussi le secrétaire d'État adjoint au bureau des affaires africains et des envoyés spéciaux du président américain introduits au cabinet de travail du chef de l'État par la ministre de la Défense nationale du Gabon, Madame Brigitte Onkanoa. Au centre des discussions, l'intention partagée de consolider un partenariat complexe reposant sur la confiance, la coopération et la quête de solutions communes face aux enjeux modernes. L'objet de la visite, c'était de venir, de passer des meilleurs vœux des États-Unis à Monsieur le Président de la République et aussi de renouveler les telles bonnes relations entre les États-Unis et le Gabon. Le Gabon était toujours un partenaire des États-Unis
C'est un partenaire dans tous les domaines, mais dans le commerce, de la sécurité, la santé humanitaire, et qu'on a renforcé nos très bonnes relations. La coopération entre Libreville et Washington s'étend désormais à des secteurs qui représentent un fort potentiel et elle inclut désormais des domaines clés comme le numérique, la sécurité et le développement économique durable. Ce partenariat élargi met l'accent sur ces axes prioritaires qui constituent le levier essentiel de la transformation et de la modernisation, tout en contribuant à la création d'opportunités pour les populations. En parlant de tous les projets de coopération pour l'avenir en 2026, et le Gabon, c'est un partenaire depuis l'indépendance et que cette relation est très forte et fructueuse, et nous souhaiterons de continuer à approfondir nos relations avec le Gabon. Les échanges réguliers entre le chef de l'État gabonais et son homologue américain Donald Trump témoignent de la volonté politique d'élever les relations bilatérales à un niveau supérieur. Cette démarche marque une étape décisive vers une coopération équilibrée, pragmatique et mutuellement bénéfique, fondée sur la réciprocité et des résultats concrets. À part ce dialogue renforcé, le Gabon et les États-Unis d'Amérique réaffirment leurs ambitions de bâtir un partenariat gagnant-gagnant au service de la stabilité, de la croissance économique. Après le Gabon, rien de plus normal que de parler d'un pays voisin au Gabon, un pays voisin d'Afrique centrale, à savoir la Centrafrique et surtout sa capitale Bangui. En Centrafrique, on parle surtout du désarmement. 92 ex-combattants désarmés à Bangui dans le cadre du programme national de désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement. Reportage CNN. Les activités de désarmement, démobilisation et réinsertion continuent les 26 et 27 janvier à Bangui. L'unité chargée de l'exécution du programme national de désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement avec l'appui de la MINUSCA a désarmé 92 membres du groupe armé de l'unité pour la paix en Centrafrique ainsi que les membres d'autodéfense d'Anti-Balaka, y compris 12 femmes, 66 armes militaires et 4414 cartouches ont été rassemblées. Ces actions s'inscrivent dans le contexte de l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine, ainsi que de l'accord de paix fraîchement signé le 19 novembre 2025 à Djamena entre le gouvernement centrafricain et les délégués du groupe armé de l'unité pour la paix en Centrafrique et 3R. Les combattants UPC qui sont ramenés de Kété-Sido, c'était ceux avec qui on avait fait les désarmements au niveau de Kété-Sido, qui malheureusement n'ont pas passé par le DDR, mais ils ont eu cette chance-là d'être recrutés dans l'armée nationale. Maintenant, on les a ramenés ici pour procéder à un désarmement à titre de régularisation. En plus de ça, il y avait des jeunes de Bangui, il y avait ceux de Damara qui aussi ont écouté l'information qu'il y a eu une opération DDR à Bangui. Donc ceux-là aussi, ils ont ramené leurs armes de guerre, des munitions pour se faire désarmer. L'unité d'exécution du programme national du DGRR a sollicité la MINUSCA pour procéder au désarmement de régularisation. Chaque ex-combattant reçoit une allocation financière, un kit vêtements, ustensiles de cuisine et articles essentiels et une carte de démobilisation. Parmi les bénéficiaires, Sali Mahamad, ex-combattant de l'UPC, se réjouit de sa contribution à la paix. Je suis très content de porter l'arme positivement, que hier on les a portés négativement et aujourd'hui on les porte positivement. Vraiment, je suis très content. Je suis fier de moi. C'est une phase essentielle pour la paix et la réconciliation nationale en République centrafricaine. Les actions de démobilisation et de désarmement, largement soutenues par la MINUSCA conformément à son mandat, s'ajoutent aux 6443 ex-combattants qui ont rendu les armes depuis le démarrage du programme en 2018. Dans les prochains jours, nos équipes ont décidé d'interroger les Ivoiriens pour parler un tout petit peu de l'avancée réelle, extraordinaire de la Côte d'Ivoire. Mais le secret réside sur une seule chose, à savoir le travail. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé, dans cette émission, de prendre la Côte d'Ivoire comme exemple et d'en faire notre grand format.
Cet instant consacré au grand format, nous avons décidé surtout de vous montrer encore une fois le Conseil des ministres en République de Côte d'Ivoire. Il faudrait déjà retenir une chose. En Côte d'Ivoire, le Conseil des ministres est prévu de manière bimensuelle, mais souvent il arrive que ce soit même toutes les semaines. On se demande d'où tire-t-il cette énergie? D'abord les membres du gouvernement et surtout le leader, le chef de l'État. Où tire-t-il cette énergie? Et souvent à un rythme régulier et pressant de convoquer le Conseil des ministres. C'est tout ça pour voir et comprendre comment il faut fonctionner et comment il faut faire vite pour faire grandir un pays. Il a une mission, et cette mission, c'est de faire de la Côte d'Ivoire une grande nation. Et cette grande nation ne passe que par le travail. Pas de ragot, pas de miracle. Et j'ai toujours pour habitude de dire, le président Alassane Ouattara parle peu, mais pose des actes. Et ces actes sont souvent oubliés par nombreux. Et c'est à un internaute béninois à qui je répondais simplement pour dire qu'en Côte d'Ivoire, les gens n'ont même plus le souvenir d'il y a 10 ans de ce qui était par exemple le carrefour de l'Indénié où quand il pleuvait, il était impossible de passer. Regardez, il y a 15 ans, 20 ans de cela, ce carrefour ne ressemblait pas à cela. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue un pays véritablement où on ne peut qu'acclamer et respecter le travail effectué par le président de la République de Côte d'Ivoire. Les mots nous manqueront même pour qualifier exactement ce que fait le président de la République de Côte d'Ivoire. Mais ne dit-on pas qu'une image vaut 1000 mots? Nous avons décidé, pour ce grand format, de présenter ce qu'on peut appeler professionnellement le tout premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement, puisque le précédent, il y a à peine une semaine, c'est un Conseil des ministres de prise de conscience. Mais celui-là est un Conseil des ministres de travail. Retrouvez aussi votre programme Constieka Weekly News sur la nouvelle chaîne gabonaise RTN, La Voix du Salut. Direction le palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Un reportage CNN. Édition spéciale. Conseil des ministres du mercredi 4 février 2026 en Côte d'Ivoire. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire a renoué avec les conseils des ministres bimensuels et tous présidés par le chef de l'État de la République de Côte d'Ivoire. Ce mercredi 4 février, il est 10h, comme pour marquer tout le sérieux à faire éblouir la vision de son Excellence Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire une grande Côte d'Ivoire. Les ministres du nouveau gouvernement Mambé II sont tous là. Et à la suite du vice-premier ministre, M. Ténébiraïma Ouattara, le vice-président de la République, son Excellence Thiemo Komele Kone, et enfin le Premier ministre chef du gouvernement, M. Robert Begré Mambé, attestent que le quota est atteint. Les membres du gouvernement bien installés, chacun à sa place, les dossiers bien rangés, la secrétaire générale n'échappe pas à l'œil de nos caméras, prête, malgré sa connaissance du déroulé du Conseil des ministres, tradition présidentielle oblige, la station debout des membres du gouvernement atteste l'arrivée de son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État, président de la République de Côte d'Ivoire, accueilli par le Premier ministre et salutations d'usage aux membres du gouvernement pour enfin prendre place à cette réunion de travail qui, sous d'autres cieux, n'est plus qu'un souvenir. Et là réside le succès de la gouvernance Ouattara, qui se résume en un seul mot, travail. C'est alors que le Premier ministre Robert Begré Mambé, dans un bref compte rendu de la journée du 3 février, avec la cérémonie de présentation du trophée original de la Coupe du Monde 2026, informe le président de la République sur un présent dont il est chargé par la FIFA de lui remettre, à savoir le trophée original en miniature et en or massif, s'il vous plaît, de la Coupe du Monde 2026, qui se déroulera au Mexique, au Canada et aux États-Unis. Symbole de reconnaissance de l'institution fêtière mondiale dont aucun membre de la planète n'oubliera l'organisation réussie et unique
de la CAN 2023 sous l'égide de son Excellence Alassane Ouattara, comme pour souhaiter une bonne compétition mondiale prochaine aux éléphants de Côte d'Ivoire. Fier de présenter son mini-trophée aux membres du gouvernement, sous leurs applaudissements, le président a partagé son bonheur avec le vice-président de la République, M. Tiemokomele Kone, sous le regard du Premier ministre, M. Robert Begré-Mambé, avant de récupérer son mini-trophée mondial pour le mettre en sécurité. C'est alors que, hors médias, le travail gouvernemental s'est déroulé pendant une demi-heure d'horloge, pour enfin voir les médias nationaux et internationaux au point de presse face au porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, M. Amadou Koulibaly. Les délibérations du Conseil de ce jour ont porté sur 13 points répartis entre 11 mesures générales constituées essentiellement de projets de décrets et de communication. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant ratification de l'accord de prêt d'un montant de 128 600 000 euros, soit 84 356 070 200 francs, conclu le 17 octobre 2025 entre l'Association internationale de développement, l'AID, et la République de Côte d'Ivoire pour le financement du projet d'accélération digitale en Côte d'Ivoire, le PADCI, phase 1, dans le cadre de l'approche programmatique multiphase. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, et cela en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 6 décrets, dont 4 portant chacun attribution d'un permis de recherche minière et 2 portant chacun attribution d'un permis d'exploitation valable pour l'or. Toujours au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret porte modification de l'article 1 du décret du 30 septembre 2020 portant approbation de la convention de concession pour la conception, le financement, la construction, la détention en pleine propriété, l'exploitation et le transfert d'une centrale thermique de production d'électricité de 372 MW ISO à cycle combiné à Songon, dans le district d'Abidjan, c'est la Convention Énergie 73, et de son avenant numéro 1. Le deuxième décret porte approbation de l'avenant numéro 1 et de l'avenant numéro 2 de la Convention de concession pour la conception, le financement, la construction, la détention en pleine propriété, l'exploitation et le transfert d'une centrale thermique de production d'électricité de 372 MW ISO à cycle combiné à Songon, dans le district d'Abidjan, donc toujours la Convention 73. Au titre du ministère du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret autorise la prise de participation de la Société pour le développement minier de la Côte d'Ivoire, la SODEMI en abrégé, au capital de la société dénommée Ivoiro-Chinoise d'exploration, en abrégé ISEX. Le deuxième décret, adopté par le Conseil, autorise la cession de la Banque nationale d'investissement BNI du bâtiment abritant la résidence de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Allemagne à l'État de Côte d'Ivoire. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le Conseil a adopté une communication relative à l'octroi d'une autorisation de reconnaissance à la société ESSO de ExxonMobil sur les blocs pétroliers CI 524, CI 803 et CI 806. Au titre du ministère du Plan et du Développement, en liaison avec les ministères concernés,
le Conseil a adopté une communication relative au Plan national de développement 2026-2030, donc le PND 2026-2030. Vous avez annoncé la création d'une société minière conjointement avec la Chine. La Côte d'Ivoire est apparemment majoritaire dans cette société. Est-ce qu'on peut savoir déjà les futurs projets miniers que cette société pense déjà élaborer? Déjà, j'ai précisé que c'était une société en constitution, donc vous comprendrez qu'il me sera difficile de vous dire quels seront les projets, mais il faut déjà savoir que la SODEMI, qui est donc la société ivoirienne chargée du développement minier, est sur des projets d'exploration. Donc très certainement, en s'associant à la société chinoise qui est la China National Geological and Mining Corporation, en abrégé CGM. Donc en s'associant donc à cette société, la SODEMI, qui est déjà présente dans le secteur minier en Côte d'Ivoire, va améliorer ses performances. La vidéo-verbalisation, une réforme récente, fait l'objet de nombreuses critiques ces derniers temps. Certains automobilistes estiment que ce dispositif ne serait pas suffisamment fiable. Le délai entre la commission de l'infraction et sa notification au propriétaire du véhicule est jugé long. Est-ce que cette situation ne pourrait pas créer des remous? Kipus est une société privée qui a une concession de l'État en matière de vidéo-verbalisation. Je pense que les responsables de Kipus nous suivent et qu'ils ont noté cette préoccupation. Après, il faut savoir quelles sont les contraintes techniques, parce que ce que vous devez savoir, c'est que Kipus prend toujours le temps de vérifier l'infraction, de s'assurer que l'infraction a été bien commise et pour qu'il n'y ait pas de contestation qui puisse la mettre en difficulté. Comme par tradition, la presse est conviée par le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement à se restaurer. Et le reporter de CNN ne veut louper aucune image. C'est alors qu'il se dirige pour immortaliser la sortie de la salle du Conseil des ministres et vous permettre de voir le départ du palais des ministres du gouvernement Mambé II pour leurs différents bureaux ministériels. C'est terminé pour cette émission, tout en vous rappelant que vous pouvez suivre... Ah, vous êtes au Gabon. Au Gabon, RTN. C'est une chaîne qui rediffuse ce programme. Et si vous êtes à l'international, vous avez tous les circuits pour regarder d'abord notre chaîne CNN, à savoir cnntv.ci. Et là, à travers vos téléphones Android, à travers même vos postes téléviseurs Android, vous avez votre chaîne en direct et vous suivez tous les programmes. Mais retenez une chose, on a l'habitude de vous le dire, chez nous, nous faisons de l'information vraie, pas de fake news et pas de deepfake. Vous pouvez suivre aussi ce programme tous les jours de la semaine à 8h GMT, à 11h30, 16h45 et 19h. Et n'oubliez pas aussi que l'information en permanence panafricaine, vous retrouvez sur www.ciwebinfo.ci. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. CNN, votre chaîne de télévision, est disponible sur les bouquets numériques TV Garden, Blackstream, ainsi que sur des bouquets analogiques Crioling et Numéricable au numéro 12 de chacun de ces bouquets. Toute l'équipe de CNN a décidé de porter son choix sur Marie-Laure Ngoran, la future présidente du conseil exécutif de l'UNGCI, à savoir l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. À toi Marie-Laure Ngoran, chère consoeur, bonne chance. Au revoir.